village. Non, c'est pas un village. Pour moi, c'est un des plus beaux coins d'Algérie. Voilà, on est en direct. Hein. On est bien sûr. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Madame Benbakir Assia, épouse Bouguerra. Regardez, Madame Kima Kounti, vous êtes très bien. Le plaisir est pour nous de vous recevoir. On parlait parce que j'allais me déplacer vers vous, vers Annabaha, où le Mektoub Jab Killahna al-Qsmtena. Et vous êtes là à Constantine, vous avez animé samedi une conférence et vous avez présenté votre dernier livre qui est un petit bijou en matière de patrimoine. Je me permets de dire, même si je n'ai pas lu, mais l'idée est bonne. Marhaba bik d'abord, Madame. Bik, je vous réponds. C'est vrai que j'ai quitté, ça fait 40 ans ou presque 50 ans, Constantine, mais il y a un vieux proverbe qui dit « Constantine, même si vous la quittez, elle ne vous quitte pas ». Et j'en suis la preuve, oui. Parce que tous mes écrits, hein, la plupart de mes peintures ont comme pour point d'ancrage Constantine. J'ai commencé par écrire des contes. Une fois à la retraite, j'étais d'abord enseignante. Enseignante, voilà. Puis, à la retraite, j'ai commencé à écrire des contes. Quels contes? Les contes de nos enfances, de notre enfance. Massissi, Didouane, Bagart Litsema, et puis كان كعشاق بن عشاق الحقني الباب وواق يا شريد الهم بالدقيق. On a des merveilles. Et heureusement pour moi, je suis très très riche en cousins, vieilles tantes. J'ai une sœur qui est pratiquement centenaire. C'est des femmes qui ont vécu à la maison, qui n'ont pas sorti. Elles ont vécu leur statut de femme en tant que femme. Ah oui. Donc, femme au foyer. Femme au foyer. Ouais. Donc, elles ont épousé des Constantinois, elles sont restées à Constantine. Donc, c'est un concentré de Constantine qu'elles ont en elles. Et j'ai partagé ça. Et vous avez d'abord récupéré les contes ou vous avez... Je les ai enregistrés. Ça, c'est bien. En cachette. En cachette. Parce à leur insu. Oui, ça les gênait, vous savez. En cachette, à leurs insus, je leur parlais de Bagart Litsema. Par exemple, elles me racontaient, je les ai traduits dans un premier temps de l'algérien au français. Et il manquait quelque chose, parce que chez nous, il y a un rythme, une musicalité que le texte en français n'aura pas. Donc je l'ai réécrit quand, je ne sais pas moi, Shaib Djabfed ou l'Adjozaklet ou Hartlto fi Bisha Bisha Bekyo, allez traduire ça. Allez traduire ça en français, c'est impossible. Donc, je l'ai fait, je l'ai réécrit en poésie. En poésie. En poésie. Ah, d'accord. Voilà. Je l'ai écrit, mais en rimant, en essayant de retrouver les rimes. C'est-à-dire, j'ai écrit de la poésie. Voilà. Donc, après avoir traduit tout un... Il y a eu combien de contes à peu près? Oh, une quarantaine au moins. Une quarantaine. Il y en a qui sont très longs. Donc, comme je suis de formation littéraire, j'ai une licence de littérature française, j'ai remarqué qu'il y avait des similitudes. J'ai fait propre et tout, je vois comme... Et à ce moment-là, j'ai pris mes contes et j'ai profité d'un voyage à Grenoble, où il y a un institut de langue, pour les montrer à un professeur qui enseignait les langues à l'institut, à l'université de Stendhal. Elle a été éblouie. Elle m'a dit, mais c'est des véritables petits diamants. Oui. Que c'est pas notre chaperon rouge qui a été galvaudé, mais personne ne les connaît, ces romans. Elle m'a dit, faisant un travail universitaire. Et j'ai pris les textes, les contes comme corpus, et j'ai fait un travail université. Et c'est là où j'ai fait un tri. Je me suis aperçue qu'on avait ce qu'on appelle des ritournelles. J'aurais dû en ramener. Des ritournelles, ce sont des textes qui racontent l'histoire, et à un moment donné, il y a une cassure, et l'histoire se retourne. Et les enfants doivent retourner ça. C'est comme une reconstitution de texte. C'est un excellent exercice de mémoire. De mémoire, c'est ce que j'avais dit. Ce qu'on appelle la reconstitution de texte. Nous, la reconstitution de texte dans l'enseignement du français, on l'a découvert dans les années 80. Galouna, c'est une découverte.
tout ça existait depuis longtemps. Depuis la nuit des temps chez nous. Exactement. Chez nous à Constantine. Chez nous, depuis la nuit des temps. Donc, il y avait les reconstitutions, les ritournelles. Puis, il y avait les contes populaires, beaucoup de contes qui racontent, qui sont propres au pays. C'est vraiment le terroir local, il faut le dire, c'est le patrimoine. On a des contes fables qui n'ont rien à envier aux contes. Aux fables de La Fontaine. Et La Fontaine, ce n'est pas lui l'auteur. Oui, bon. L'auteur, c'est Ésope. Oui. C'était un esclave grec, boiteux. Mais c'est lui le père. La Fontaine n'a fait que les traduire. Nous, on a nos contes à nous, nos contes fables qui sont magnifiques avec une morale et tout. Et une identité. Et une identité, ils sont à nous parce que vous ne les retrouvez pas ailleurs. Mais je suis place. Et voilà. Et puis vous avez des contes fables morales, et puis vous avez des contes morales qui qui expliquent qu'est-ce que c'est que l'économie. Il y a beaucoup de contes morales parce qu'en fait, qu'est-ce que le conte? Le conte était un instrument. C'était d'abord pour nos grands-mères une façon d'éduquer les filles. Il y avait des thèmes que chez nous, jusqu'actuellement, on ne pouvait pas aborder. Je parle par exemple de la sexualité. On ne pouvait pas aborder cela avec nos enfants. C'est gênant. Donc, eh bien, on l'abordait grâce au conte. La politique, la même kharafa, le rôle. Par exemple, le rôle. Eh bien, elle était racontée d'une façon par la grand-mère pour faire son éducation à la fille, mais le conteur, le kharaf, qui est un métier de père en fils, c'était une charge. Le conteur, c'était pas n'importe qui faisait. Exactement, il fallait avoir une belle voix, une belle narration et surtout une grande mémoire. Exactement. C'était plutôt des charges. Ce kharaf, il allait dans le café, il racontait l'histoire du rôle, mais le rôle c'était celui qui avait pris les terres de force, qui était fort, qui écrasait les gens, qui dévorait les faibles. C'était François. C'était François. Le rôle, c'était François. Mais ils avaient peur de le dire, donc il l'a raconté. Voilà. Et il racontait cela. Mais ce qui était très important, c'est que toujours en conclusion, c'était le petit هذاك المخلوق الزوالي اللي كان محقور qui était victorieux et qui tuait le rôle. Qui gagnait toujours à la fin avec la morale. Donc, le bon gagne toujours sur le mauvais. Et dans la tête des petits Algériens, on se met la graine. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu peux être victorieux. Il suffit d'être uni et être intelligent, même si tu es faible, et tu auras un jour ton indépendance. Quel beau message que vous donnez, surtout en ce 80e anniversaire des massacres du 8 mai 45, on en parlait tout à l'heure, c'est très important. Là, c'est le bagage conte que vous avez, mais vous m'avez dit qu'à l'origine, vous étiez artiste peintre. Non. Artiste, j'étais professeur de français. De français. Et je suis licenciée en littérature française. Après. Oui. Donc, je vous ai dit, c'était ça la force du conte. Elle était éducative et c'était des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, la France a pris conscience de cela. Et elle a nommé des conteurs officiels qui venaient raconter ce qu'elle permettait. Et il y avait les conteurs, il y avait Chahrin, il y avait beaucoup de sortes il y avait plusieurs sortes, et c'était des dons, parce que cette éloquence... oui, bien sûr. On n'est pas donné à tout le monde l'éloquence, d'abord, la façon de... parce qu'il y a une certaine théâtralité dans la façon de raconter. Exactement. Moi, quand j'ai fait ma maîtrise sur le conte, quand j'ai présenté, on m'a fait cette critique. On m'a dit, vous avez changé certaines choses, vous n'avez pas le droit de toucher au patrimoine national. Écoutez-moi, notre conte n'est pas un conte français ou anglais. Notre conte est
a des ouvertures. Par exemple, je prends un conte, il raconte, il y a un militaire qui se présente, il y a une ouverture, il raconte autre chose, il embellit, et c'est très souple. Il y a le synopsis du conte, et après vous êtes libre de broder ce que vous voulez. Si vous voulez faire un conte politique, ou un conte éducatif, ou un conte amusant pour la soirée. Mais il y avait toujours une morale à tirer. Il y avait le synopsis, c'est-à-dire le squelette, et il y avait la conclusion et l'introduction. Et à vous et à votre imagination. C'est vrai que oui, c'est vrai, le canevas, le squelette était le même, mais parfois il y avait des extravagances un peu, et c'est suivant l'éloquence ou la... L'éloquence ou de la vie. Par exemple, سيسبان طاح في البربة سيد الرجال طاح في البربة ما بين à Constantine c'était un pou. Si vous allez dans une autre wilaya, c'est peut-être un animal qui est ça peut être un castor, ça peut être voilà, au sud un lapin, un fennec peut-être, un fennec. Voilà, le conte s'adaptait à la tradition ou la locale. Vie. Exactement. Voilà. Et ça, c'est ça la richesse de notre conte. Alors là, ça, c'est la partie du conte. Parce voilà. Que Après le conte. Après le conte, après le conte, je suis pas née dans une famille où on aime beaucoup les repas, les traditions. On a de très grandes cuisinières. Même j'ai raconté la dernière fois l'histoire de mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui avait comme tous les Algériens, n'avait pas droit à être dans les administrations. Chaque Constantinois avait une charge. Le cuivre. Nous, on avait, les Bambakir avaient une charge, celle du cuir. Et il y avait une tanière, là où ils tannaient. C'était au bord du Rumel. Du Rumel, une tannerie où on faisait les... Elle existe. Elle existe toujours. Mais les bassins où ils cannaient, oui. Et il y avait une tribu qu'on appelait les Fililiyin, qui étaient des Marocains, qui étaient des spécialistes du travail du cuivre, qui venaient toute l'année, ils nettoyaient ces endroits-là, et ils en faisaient un restaurant des pauvres. Mais ce n'était pas le restaurant des pauvres. Moi, c'était à l'époque, c'était non, il avait un petit grain lui aussi. Il voulait que les pauvres goûtent les meilleurs plats de Constantine. Il servait shbah safra, طاجين تشبع الصفرة الطبيخ الخديمة ولالاتها tous des plats que personne on ne pouvait pas les faire parce que c'était cher. C'était cher et c'est vrai que les ingrédients coûtaient cher. Donc lui, il les faisait pour les pauvres. Alors, vous évoquez quelque chose de très bien, c'est que les plats, عندهم اسم. Bien sûr. الخديمة ولالاتها c'est quoi خديمة لالاتها؟ il y avait الخديمة لالاتها يطيبوا شبح الصفرة ويطيبوا العين وحدها. Et puis quand il présentait le plat, il mettait shbah safra, mais il mettait quelques aïn avec. Le shbah safra, c'était l'alatum, ou le kahla, c'était le khadima bouim. Oui, il fallait y penser. Kima l'aïn ou le hajib, c'était les coins, des tranches de coins arquées comme un sourcil, puis c'est l'aïn. Il y avait un jeu de mots entre l'aïn ou le coin, l'aïn ou le hajib. Est-ce que c'est la richesse et la diversité des plats culinaires de Constantine qui obligeait à nommer, ou est-ce que c'est la pauvreté linguistique? Alors, non, c'est la richesse linguistique, la poésie et le savoir-faire. Regardez, par exemple, quel est le plat sucré ntsa'na qui ne comporte pas de la cannelle? Tous les plats sucrés ntsa'na, بالقرفة. On dirait que c'était des diététiciens à l'époque parce que le qarfa, la cannelle, est un régulateur de glycémie. Voilà. Par exemple, un autre exemple, il n'y a pas un seul plat à base d'ail qui n'a pas de debcha. Et bien maintenant,
on vous conseille, après avoir mangé de l'ail, de croquer un brin de persil arabe parce qu'elle enlève l'odeur de l'ail. Le kémia, où elle est née. Mais c'est vrai que là, c'est l'ingéniosité de l'art culinaire constantinois qui est très diverse, puisqu'on a des plats qu'on ne retrouve pas. Oui, c'est l'empirisme d'abord, le fait. Mais il ne faut pas oublier que Constantine a été un carrefour de civilisation. Il y avait les Juifs, il y avait, bon, bien entendu, nous, les indigènes, et puis il y avait les Turcs. Tout ça, il y avait les Français, mais les Français, il n'y a pas eu un grand mélange parce que... On va dire que Constantine était vraiment un carrefour, que ce soit religieux ou voilà. que ce soit civilisationnel, mais on va dire qu'il y avait vraiment un mélange cosmopolite. Et ça a donné, bien sûr, là, les échanges de plats donnés... Mais la gastronomie, les Français n'étaient pas très... Parce qu'il y avait le hallouf, la gastronomie, c'était... Parce qu'ils mangeaient du cochon, donc... Que les musulmans ne mangeaient pas. Les Juifs et les musulmans ont des plats communs beaucoup de plats sont d'origine. Alors on va rester dans la cuisine constantinoise, mais je vais vous stopper un peu parce que là, on a des images à montrer. Oui, d'accord, je vais aller résumer. Voilà. On va juste voir un peu de ce que vous avez fait. Donc pour le livre de cuisine, j'ai recueilli 350 recettes, je crois. Quand même. 350 recettes, mais ça m'a embêté à la fin. Les oignons, c'est toujours pratiquement la même base. Je les ai assistées avec le... Parce que j'ai remarqué que chaque plat avait aussi un cérémonial. C'est-à-dire, il y avait des plats qu'on faisait filet fête. Et il y avait des plats qu'on faisait filet fête religieuse, qui mal'id. Donc, il y a la recette et il y a le cérémonial à côté. La circonstance. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez fait. Alors, samedi, vous étiez à la bibliothèque Mustapha Nator de Constantine pour présenter votre livre, quelques tableaux. Il y avait beaucoup de monde. Voilà. Notre consoeur Sarah Laïch s'est déplacée pour justement vous rencontrer et rencontrer le public qui était présent. Et voici les images. Après, nous allons... justement, après cela, j'ai abordé les atours de la femme. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Voilà. Alors juste, on va regarder le reportage et puis on va revenir, bien sûr, pour parler de ce qui est très intéressant et de... vous êtes une richesse quand même patrimoniale de Constantine. Madame Essia Benbekir. اليوم هي امرأة سيدة من سيدات قسنطينة تحكي لنا عبر لوحاتها عن هذا الموروث اللامادي، عن هذا اللباس، عن هذه الحلة، عن كل الطقوس التي لا بد نتذكرها وأن نحييها مدى حيينا. إذن هو كتاب يحكي عن قسنطينة، عن كل الحلي، عن هذه الطقوس التي طالما ورثناها عن أجدادنا وحتى لا ننسى تاريخنا. إذن الفن والكتاب هما موجودان هنا، والكتاب هو دوما جسر المعرفة في محطة من محطات منتدى الكتاب للمكتبة الرئيسية لقسنطينة. الملاية était portée avec ajar. L'ajar pour les jeunes, il était assez court. Les vieilles portaient ajar long, souvent qu'elles mettaient sur la tête. Elles n'avaient pas à se cacher à cet âge-là. Voilà. Et le mlaya était accompagné par Chebrla. Chebrla, c'était une ballerine, méchante ballerine. Elle n'avait pas de talons. Il fallait que la femme, quand elle marche, ne fasse pas de bruit. Elle n'avait pas besoin qu'on se retourne sur son passage. Et elle n'avait même pas de numéro. Sa pointure n'était pas indiquée. Et comment faisait son mari? Il chebrelha rjelha. Et il allait chez le chebrli, c'est-à-dire le cordonnier spécialiste de la chebrla.
c'est patrimonial, c'est une intervention vraiment, elle a vraiment déterré des choses qui étaient enfuies, qu'on a oubliées et qui ne sont plus d'actualité. Pourquoi? Parce que le mode de vie a changé. Et elle a mis en valeur tout ça à travers son livre qui a été primé Outre-mer, qui a obtenu le premier prix. Un jour vraiment spécial, ça nous a remis déjà un fait mon enfance. Tout ce qui est nostalgique, c'était très extraordinaire. Elle a tout repris, wallah barak. Et puis de très jolis tableaux. Le livre هي لك اش كتبت واش على النعمة على الطواجن تاع قسنطينة على قناضر على الذهب سورتو الذهب كيفاش كان يسمى الشنتوف والرعاشة والمخبل والخلخال ورطلين كانوا يلبسوا ربعة زوج منه وزوج منه ماشي واحد برك يلبسوا ربعة. تشرح في الكتاب نتاعها ما هما التسلسلات اللي مرت بهم الحضارة يعني إذا صحت الكلمة ولاية قسنطينة يعني في خصوصيات الاثنين اللي هما كما كنت نقول في السابق على الأكلات القسنطينية واللباس واللي بيجو نتاعها يعني ما يتبع الثقافه يعني بصفه خاصه. دونك احنا يعني كنا فرحين بنتكلموا على الشيء اللي يهم الولايه تاعنا ومدينا الخصوصيات يعني البارزه. Même si on quitte Constantine, Constantine ne vous quitte pas. Effectivement, bien que ça fait 40 ans que j'ai quitté Constantine, mais tous mes écrits, je dis bien tous mes écrits, ont un point d'ancrage, c'est le constantinois, et plus exactement Constantine. C'était une belle ambiance à la bibliothèque. Je ne m'attendais pas à ça. Non, mais c'est vrai, ça, c'est un peu le retour à Constantine. C'est chez nous. Oui. On vous sent très lié, pas seulement d'une manière émotionnelle, mais on le sent dans vos tableaux, dans vos écrits, dans votre façon de parler. Vous êtes resté ancré à Constantine, mais... Oui, et même le Titouma, il est resté. Non, pas du tout. Alors, on voyait quand même de très beaux tableaux, oui. Mais ces tableaux nous racontent, comment dire, ils nous montrent les bijoux et les gandoras, mais aussi quelques traits d'architecture, les arcs. Donc vous voulez montrer trois choses à la fois? D'abord, ce que je voulais dire, je suis partie d'un proverbe. Les femmes constantinoses étaient très coquettes, très raffinées. Et je le vois parmi mes grands-mères, elles avaient beau avoir de l'âge et tout. Le kmem était assorti à la gandoura ou le bishmer, très coquette, très raffinée. Et c'est là que j'ai commencé à creuser. Et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai commencé à étudier d'abord les coiffes, les différentes coiffes qui ont disparu. Comment on l'a portée? On l'a portée d'une certaine manière. Les Algériens, les musulmanes la portaient sur le côté parce qu'elle était voilée. Les adolescentes, elles la portaient en cône. Il y avait un proverbe, quand elle voulait être coquette, c'est-à-dire il faut la marier très vite. Elle cherche à être coquette. Vous voyez, les Juifs, par contre, portaient le garn. C'était une cheshouya un peu plus grande, mais tout droit. Mais en fait, même le Moyen-Âge, ils portaient le henna. Ils étaient très longs, mais ils le portaient comme ça sur la tête. C'était un genre de coiffe. C'était une coiffe du Moyen-Âge. Et le gandora? La gandora,
elle était حنا كندورة القطيفة نعيطوا لها ولا كندورة جنوة. Genois, c'est la déformation du mot gêne, parce que le velours venait de Gênes. Ouais. C'était un méchant velours qui tachait, qui faisait même pas 50 cm. Il fallait ajouter des pans par là, des pans ici. Derrière, il y a toujours un pli. Mais après, ça a évolué. Et puis, la ceinture était au-dessous de la poitrine, à la mode empire. Vous voyez, la ceinture se portait très haut. Et puis les bijoux étaient très sobres chez nous, c'était honteux. Tous les gros bijoux étaient très mal vus. Il fallait que la femme soit coquette, distinguée, mais pas choquante. Il ne fallait pas ces gros bijoux, c'était très mal vu. Il n'y avait que les filles de mauvaise ville qui pouvaient se permettre ces gros bijoux, ces gros khalqas, ces grosses ceintures. C'était des bijoux raffinés quand même, et dans la finesse. Oui. Et dans la pudeur. Il ne fallait pas qu'on choque. Et c'était même le mode de vie constantinois était comme si on était riche, eh bien on devait cacher sa pudeur, sa richesse, et quand on était pauvre, on le cachait aussi sa pauvreté. Oui, c'est vrai qu'on voilà. Il y avait une certaine pudeur dans exactement. tout. Et pourquoi avoir choisi Maha Ouaha? C'est un proverbe. Oui, mais vous avez beaucoup de proverbes. Mais c'est un proverbe constantinois. Et je me suis rappelé, et j'ai commencé à parler de tous ces vêtements qui allaient disparaître, qui machèche, puis après il y avait les costumes, après j'ai parlé des même bijoux. Le mlaya, il a disparu. Qui ont disparu. Heureusement qu'il y a quelques événements maintenant de temps à autre, des sorties de femmes, pour remettre cet habit traditionnel qui fait partie aussi de notre identité. Exactement. Qui est mal mais il avait une connotation de deuil. Mais le haïk était porté, mais la plupart du temps, quand les femmes constantinoises sortent, c'était le mlaya ou le chebrella. Je viens de l'expliquer. Oui, vous expliquez, que je ne crois pas beaucoup de gens vont connaître. Et il y avait des spécialistes, Chebrli. Mon père avait un magasin de chaussures. Les Bembakir, tous, ils étaient dans le cuir et tout. Donc, les Bembakir à Constantine sont connus pour les vêtements sportifs, parce que c'était des sportifs. Après, ils sont des joueurs. Après, ils ont fait les beaux jours du Mac et du Rob, c'est tout. Mais avant, les vieux Constantinois, ils avaient la charge du cuir. Et ils avaient la tannerie. Et il y avait un oncle qui vendait le cuir, d'autres ils vendaient les chaussures en cuir. Il y avait des chaussures spéciaux, les hommes, ou chebrella. Et au chebrelli, c'était un cordonnier. Le cordonnier, c'est aussi une déformation du mot cordon, qui était spécialiste où on avait découvert le cuir. Donc il y avait des cordons en Espagne. Oui, des cordonniers qui étaient spécialisés dans la chebrella. On l'appelait chebrelli. Bon, ça c'est pour la tenue de sortie. Très bien. Et votre livre, donc, vous avez alors les ajouts et les contours de la femme dans le constantinois. Dans tous les atours, c'est-à-dire j'ai parlé des bijoux, des différents bracelets, le qui est un bracelet qu'on voit encore. Mais il y a beaucoup de bijoux qui ont disparu. La Raïcha, c'est une aigrette. C'est un bijou, il y a un sujet, qui est un papillon, ou alors une fleur, et qui était selon la richesse de la personne. C'était un diamant ou un simple brillant, et qui était soudé à un ressort. Et soudé à une espèce de pique. La femme l'a piqué dans les fourlards, et au moindre mouvement, les femmes n'étaient pas bêtes, nos grands-mères. Les blondes la portaient en rouge, ça leur donnait un peu de couleur. Les brunes la portaient blanche, ça éclaircissait leur teint. Et donc, au moindre mouvement, il y a une petite histoire sur Jarrah qui dit souvent il lui offrait à la fiancée Raïcha. Si Raïcha bougeait, c'était une femme nerveuse. et tout de suite, on l'a elle faisait bouger bon.
Donc il y a beaucoup Zayn el Khayd qui était un bijou qu'on mettait, c'était des bijoux un bijou frontal. Puis vous avez d'autres bijoux qui m'a qu'est-ce qu'il y avait aussi Dafra, c'était une espèce de tresse fait d'ambre avec qu'on accrochait là. Mais jamais on mettait le Dafra ou Saïd Louhed. Il fallait mettre un bijou ou deux, sinon ça faisait surcharge. On ne pouvait pas mettre deux bijoux sur le front. Il y avait Jbin aussi, qui est un autre bijou frontal. Et puis il y avait le Mqias Djamous, c'est-à-dire c'était un Mqias qui avait des sillons vides et qu'on mettait, on faisait brûler les cornes de buffle. Djamous. D'où le Mqias Djamous. C'était la nielle qu'on appelait. Donc, il y avait aussi le khlekhl. J'ai expliqué l'origine, le khlekhl, pourquoi il avait un serpent. Parce que c'était un bijou qui n'était dans la nuit des temps. Il y avait un peuple qui avait fauté. Et Dieu a fait que leur ville soit envahie par les serpents. Par des serpents de petite tête. Oui. Et ces serpents ne piquaient que les femmes et les enfants, de sorte qu'au bout d'une génération ou deux, la race aurait disparu. Donc, le peuple s'est repenti, Dieu était clément, mais la peur de ces serpents était toujours présente. Donc les femmes et les enfants portaient 2 anneaux, parce que quand elles marchaient, elles faisaient du bruit. Puis après, c'est toute une histoire. Les bijoux ont une histoire, ont une expression. Exactement. Et quand vous avez réuni tout ce livre, ça fait quand même un beau livre qui a été primé. Oui, il a eu le premier prix du patrimoine. Il y avait un concours par Marseille et la maison d'édition est tenue par des Algériens parce qu'elle s'appelle El Amir. Donc il y avait de la poésie, il y avait le roman, il y avait le patrimoine. Ce livre a eu le premier prix du patrimoine parce qu'il parlait du patrimoine. Et c'est vrai que maintenant vous êtes à la recherche d'une maison d'édition pour l'éditer en Algérie. Ça serait bien. Non, ils ont le droit de le garder pendant 5 ans. Ah, moi, ce que je veux éditer, c'est le livre prochain, qui est la gastronomie, qui est un livre qui est très important. Il y a 2 tomes, avec des photos, avec des peintures. C'est lourd, c'est cher. Donc, les maisons d'édition ne roulent pas sur l'or actuellement. C'est vrai que le livre a... Le papier est cher et tout. Mais alors, là, vous avez un peu touché à tout, le conte, la gastronomie. La gastronomie, là. Et puis les atours. Et les atours. Voilà, c'est tout ce qui caractérise Constantine. Non, il ne reste plus que le malouf ou la musique. Ça, j'y avais pas pensé. Oui, il reste la musique, parce que bon... C'est vrai, voilà. C'est vrai. Alors, dans la gastronomie, parce qu'on en a parlé, pourquoi vous voulez en faire 2 tomes pour en parler, Parce que 2 tomes, il y a non seulement la recette, mais à côté de la recette, il y a le cérémonial. Un exemple, un exemple. Une fois, j'étais au Canada et mon fils était très fier de montrer les fêtes d'Halloween où les enfants allaient de maison en maison, on leur donnait des bonbons. J'ai dit, "Hna Halloween خلط عندنا في القشقشان في عاشوراء." القشقشة, c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué, je la réexplique. Parce que je ne sais pas si c'est le même film, non? Mais je vais me répéter. Oui, mais on n'a pas tout pris. Vous savez, vous avez parlé, vous avez étalé vos connaissances pendant près de 2 heures, donc on n'a pas tout pris. On pouvait pas. Donc on a pris quelques fragments. Mais bon, c'est vrai que nous avons aussi nos traditions. Voilà. Pas besoin d'aller vers Halloween, on a notre Halloween. Non, c'est nous qui avons créé Halloween. Fil Kashkasha, c'était les enfants allaient de maison en maison en chantant. Et comme c'était Tolban notre écrivain et notre penseur, le mot m'échappe,
Ben Badis. Ah, je croyais que c'était plus loin. Donc, ils passaient dans les maisons en chantant. Ils avaient des petits ils donnaient, on leur remplissait de kashkcha. Kashkcha, c'était des fruits secs avec des bonbons. Voilà. C'était la tirelire que faisait le marahra. Quand son mari ramenait des noix, elle cachait une partie, des amandes, elle cachait une partie. Quand c'était des figues, elle séchait des figues et tout. Et elle constituait le kashkcha. Elle n'allait pas l'acheter au marché. Bon. Donc, ils avaient un petit sac, ils versaient dans le sac et à la fin, ils allaient à la mosquée et ils versaient ça dans des grands sacs. Oui. Et les pauvres, le soir, venaient prendre leur kashkcha là-bas. Oui. Voilà. Voilà notre le partage, notre tradition. Partage, voilà. Tout le monde. Et c'était gai parce que les enfants chantaient. Ils avaient des chansons pour ceux qui lui ordonnaient et une méchante chanson pour celui qui ne donnait pas. C'est vrai qu'ils étaient un peu... C'était très gai. Et c'est pour ça que je vais vous offrir une chanson. Je ne sais pas si vous savez l'arabe, Chouchana, on l'appelle l'arabe, qui chante. Mais là, alors pourquoi on a choisi cette chanson? Parce qu'elle renferme un peu nos traditions. Le titre, c'est Hadjit Qasad, mais il raconte à travers son clip, que nous allons voir, très belle chanson, qui est un peu gaie et animée, et il raconte un peu les traditions de Constantine, Gandouara, Nhas. Regardez le clip et vous allez voir. العز والثنان تدخل داري بالعادات والحنان عشقي الغالي الحرة بنت السلطان عشقي الغالي الحرة بنت السلطان عشقي
Alors, je me dis que madame. Oui. C'est une belle chanson. Oui, c'est une belle chanson qui touche les jeunes. Et qui raconte. Et là aussi, peut-être c'est un des volets qui pourrait vous inspirer. Et l'Ars al-Qsentini, c'est un festival culturel, puisque fait tous les modes musicaux, fait la dinanderie, fait le makla ta'na. Donc, vraiment, c'est un résumé de tout ce qu'on a comme richesse dans les festivités, dans les plats de festifs. Toi, qu'on les sert, fait l'Ares. J'en parle dans le livre. Donc l'Ars est aussi une source patrimoniale extraordinaire. Bien sûr, extraordinaire. Et c'est empirique aussi. Chaque chose a son geste. Et puis il y a la réunion, il y a... وسارة تقول لك 7 قناطر كل نهار بالقندورة تاعها. بالقندورة القاطفة في نهار السابع اكسترا. وتصديرة ويقصوا لهم في السابع الخجالي, elle devient femme. Elle devient femme. Elle a le droit de porter certains bijoux, certaines tenues. C'est tout un rituel. Okay. Et on n'a pas, je crois qu'on n'a pas raconté grand-chose de tout ce qu'on a comme richesse patrimoniale. Énormément. Et on a, ça me fait pleurer des fois quand c'est ignoré ainsi. C'est quand on sait d'où on vient qu'on sait où on va. C'est nos racines. On a beau parler français, anglais, mais notre personnalité, c'est nos racines. Et puis on a une richesse. Il faut le dire, hein, et puis c'est une richesse. Oui, oui. C'est une richesse qu'on est en train de perdre. Et quand on est en train de nous voler, hein, il y a beaucoup de tenues, comme le kaftan, comme beaucoup de tenues sont passées à gauche et à droite. Et pourtant, ça nous appartenait. Parce que nous, le kaftan est d'origine perse. Et il était porté par les hommes. Et puis après, c'est un habit d'homme qui a été... C'était et heureusement que l'UNESCO a inscrit notre costume. Et après, la présence turque en Algérie a ramené ce costume sexe. Et il a été féminisé. On l'a porté. Alors... Mais c'était un costume qui restait un prêt-à-porter, terzi. Ce que j'allais dire, parce que vous savez, il reste 4 minutes, on n'a plus beaucoup de temps. On a essayé un peu de faire le tour de la question, mais je crois qu'il faudra développer encore plus sur ce beau patrimoine qu'on a et cette richesse historique, parce que c'est notre histoire, il faut le dire. C'est notre devoir de le protéger. Et le devoir de le protéger, c'est de le mettre par écrit. D'abord. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait donner comme conseil, c'est d'abord toutes les personnes âgées qui ont encore la mémoire vive, c'est bien de les enregistrer comme vous avez fait. Voilà. Et moi, j'ai un conseil, enfin, un message à vous transmettre, parce que j'ai des tantes qui sont très rigoureuses, très conservatrices. Elle m'a dit, il faudrait, avant de passer des gens à la télévision, qui viennent nous raconter des plats, je ne sais pas d'où ils les ramènent, qui n'ont rien de Constantino qui s'est inventé, de 62 هذاك قالت لي قول لهم يفتشوا يحقوا صح. Oui, c'est vrai. Quelles sont l'origine des plats, quelles sont les recettes. Vous savez, c'est... Vous n'êtes pas, en tant qu'homme, en plus... En plus, oui, voilà, nous, on essaie un peu d'en s'appliquer. Vous savez, on n'est pas cuisinier, on n'est pas... Mais bon, là, c'est un autre débat. Non, mais enfin, je vous dis... Il y a des gens qui sont encore... Enfin, des femmes qui sont... C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on a encore des bibliothèques vivantes qu'il faudrait enregistrer. Et c'est ce qui vous a poussé, vous, c'est en enregistrant. Et c'est là mes sources. Voilà. Ça, mes sources. Ça, ma famille. C'est une très vieille famille de Constantine. Et c'est des femmes qui ont vécu, qui étaient à la maison. Donc, et surtout s'il y a des centenaires, c'est extraordinaire. Oui, des femmes de tout. Moi-même, je ne suis pas un perdreau de l'année. Hein. Tout le monde, on est tous d'un certain âge. Mais on m'aime beaucoup plus, parce que c'est mes aînés. Alors un dernier mot, parce qu'on arrive vers la fin. Moi, je vous remercie d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je remercie aussi Brahim Ben Hammani qui vous a accompagné, parce que bon, c'est un grand soutien en plus. Et il était très heureux de vous accompagner, parce que vous êtes une des personnes qui a encore quelques choses à raconter, beaucoup de choses à raconter. J'étais son professeur. Il était mon élève en plus. Oui, lui-même a été enseignant. Et il vient de me présenter son élève. Très bien. Ça veut dire que les générations... Inch'Allah, le message passe. Voilà. Un dernier mot avant de nous quitter, parce qu'on tire à la fin de l'émission.
Un dernier mot, le soin de conclure. Je ne sais pas comment. Posez-moi une question, je vous répondrai. Le soin de conclure. J'espère que ça vous a fait plaisir de passer et de parler. Énormément, énormément. Vous avez été la voix de la mémoire de Constantine. Et moi, je vous remercie d'avoir comment dire, renfloué cette voix, vous l'avez grossie et c'est votre présence qui nous inspire. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah, Inch'Allah. Je crois qu'on aura beaucoup de choses à faire ensemble. Inch'Allah. Je crois. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Merci beaucoup, Madame Assia Benbakir, épouse Bouguera. Vous êtes venue de Annaba pour parler de votre livre, de vos contes, de vos tableaux, de toute cette richesse patrimoniale que vous avez. Je vous remercie de nous avoir consacré votre temps. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais profiter, bien sûr, pour remercier Sarah Yekhlef et toute l'équipe de la station régionale de Constantine. Un autre merci à mon ami Brahim Belhammani, qui est votre élève et qui vous a accompagné, mais aussi à tous ceux qui nous ont permis, qui est guide à Constantine. Lui aussi, il faudra une émission spéciale pour lui, un de ces jours. Il faudrait que je l'accompagne à travers les dédales de Constantine. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, malheureusement. Le temps aussi est très court. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre bonjour d'Algérie à partir de l'Est du pays. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.